Mathieu, il nous a parlé des futurs souhaitables. Mais des futurs souhaitables pour qui? Pour nous tous qui sommes dans la salle, qui allons en vivre toutes ou partie, ou les futurs souhaitables pour ceux qui vont le vivre pleinement toute leur vie, la jeunesse. Et les jeunes, aujourd'hui, on leur a annoncé comme des nouvelles assez difficiles. Ils risquent de se prendre plus ou moins à pleine face tout ce dont on a parlé ce matin. En plus, ils n'ont pas le pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir dans les entreprises, on l'a vu tout à l'heure avec Elsa. Pas beaucoup le pouvoir dans les organisations politiques. Et pourtant, et je disais, ils n'ont même pas complètement le pouvoir et la voix aujourd'hui, puisque aujourd'hui, nous avons fait comme savent le faire les adultes, nous avons parlé des jeunes tout à l'heure, brillamment, hein, avec Elsa. Nous avons parlé des jeunes. On va leur donner la parole maintenant. On va leur donner la parole à deux jeunes. On va terminer avec eux. Deux jeunes motivés, qui ont décidé d'agir, qui ont confiance dans l'avenir, qui inventent des nouveaux récits. Deux jeunes engagés. Et je vais d'abord appeler Victor Kilincini. Alors lui, il a fondé une association qui s'appelle All for Trees. Il a fait partie des ambassadeurs de jeunes qui ont présenté des programmes au candidat à la présidentielle en 2022, hein, c'est ça. C'était avec Ashoka d'ailleurs, hein, Ashoka qui est venu tout à l'heure. Voilà. Et puis il a fait un film. C'est un film qui s'appelle J'ai vu, qui a été primé d'ailleurs, à Cinema for Change. Et dans ce film, oui, il dit le bordel et la catastrophe qu'il a vu, mais il dit aussi tout ce qu'il a vu, qui était en œuvre, qui était en mouvement, tout ce qu'il a vu, et qui lui dit qu'il y a des raisons de faire le pari de l'optimisme. On va regarder juste le trailer de son film, puis après je t'appelle avec moi Victor, ok? Magnéto Serge, oui, comme disent les vieux. J'ai vu vieux. les vagues de chaleur et les sécheresses un peu partout. J'ai vu que 2024 avait été l'année la plus chaude jamais enregistrée sur Terre. J'ai vu les inondations, les méga-feux, les glaciers qui fondent, la montée des eaux, la biodiversité qui s'effondre. J'ai vu que la pollution de l'air, de l'eau et des sols tuait plus que le tabac. Et je nous ai vu détruire des cathédrales au tractopelle pour agrandir des mines de charbon. J'ai vu qu'on allait peut-être manquer d'eau. On était dans la merde si demain on devait vraiment vivre sans pétrole. Qu'on n'était pas prêt. Que l'humanité était face à un mur. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est des gens comme Léo. Dans sa ferme maraîchère en permaculture au sud de Paris, j'ai vu Elsa dans son herberie près de Dijon. J'ai vu Jean Jouzel qui, à 78 ans, continue d'animer des conférences sur le climat. J'ai vu Julia Faure et sa marque de vêtements Loom. J'ai vu Baptiste Morisot nous montrer comment contrer la sécheresse en s'inspirant des castors. J'ai vu les grands-parents pour le climat à Nanterre et toute l'équipe de banlieue climat à Saint-Ouen. J'ai vu que j'étais pas tout seul, qu'on est quand même nombreux, que je suis pas fou. J'ai vu des gens donner un nouveau souffle à leur vie et être heureux en faisant quelque chose qui a du sens. Victor, 25 ans, qu'est-ce que tu as à nous dire? Bonjour à tous, merci Arnaud. Aujourd'hui, on va parler de est-ce qu'on devrait être optimiste ou pas par rapport au futur. Juste prendre la télécommande. Moi, ça fait 10 ans que je suis engagé sur les questions d'écologie, de justice sociale, de crise climatique, et cette question, on me l'a beaucoup posée. Moi qui étais considéré comme l'écolo de la famille, l'écolo de mon groupe de potes, moi qui connaissais ces sujets, qu'est-ce que j'en pensais? Pour répondre à ces questions, on va repartir un peu en arrière. Quand j'étais petit, comme la plupart des enfants qui ont eu la chance d'avoir une enfance heureuse, je pensais que tout allait bien dans le meilleur des mondes, jusqu'au jour où je tombe sur ces images de la déforestation en Indonésie et de ces orang-outans face au tractopelle. Je comprends que c'est lié à l'huile de palme et que les palmiers d'huile de palme, on en plante parce qu'on en consomme beaucoup en Europe, chez les Occidentaux, notamment pour les Oreos et le Nutella. Alors là, déjà, je me dis qu'il faut que j'arrête d'en manger. Et surtout, je me dis qu'on peut faire des flyers, et je décide de faire des flyers avec l'imprimante de ma mère,
pour expliquer que Oreo Nutella est égal Oran autant qu'il souffre et déforestation. Et je vais les mettre dans les boîtes aux lettres de ma rue. Je ne suis pas allé plus loin. Sauf qu'après ça, arrive la COP21, et je me dis que face à tout ce que je vois, il faut que j'aille voir ce qui se passe. Donc je décide de sécher les cours, et je me retrouve là-bas, au milieu de gens en costard, et je rencontre un ingénieur en agroforesterie, Jonathan Guyot, avec qui, un an après, on fonde All for Trees. Un peu plus efficace que les flyers, c'est une communauté, une ONG qui a pour but de rassembler tous les porteurs de projets de reforestation à travers le monde et de mener des campagnes de lutte contre la déforestation. Une véritable communauté de protecteurs des forêts. Et donc je me dis effectivement que c'est peut-être plus efficace que les flyers. Et surtout, ça marche. On se met en lien avec des porteurs de projets, on a des salariés et ça fonctionne. Sauf qu'arrive la fin de mon lycée, et là je me pose la question de qu'est-ce que je vais faire plus tard. Et à chaque fois que je parle de ces sujets dans mon lycée, souvent face à moi il y a des gens, je vois qu'on ne comprend pas du tout. Alors que, à tel point que moi je me dis que quand on me pose la question de ce que je vais faire plus tard, je dis que je ne sais pas, parce que je n'ose pas leur dire que moi ce que je veux faire c'est lutter contre la crise climatique, essayer de préserver les écosystèmes terrestres. Et surtout je veux faire des études pour essayer de comprendre s'il y a encore une marge de manœuvre, si on peut encore faire quelque chose, si on peut être optimiste ou pas. Et donc, en parallèle des marches pour le climat, je fais une licence de biologie, puis un master d'écologie. Et là arrive une première forme de réponse à cette question de est-ce qu'on peut être optimiste ou est-ce qu'on devrait être optimiste ou pas face aux enjeux. Donc cette réponse scientifique, vous la connaissez sûrement, donc je vais aller très très vite. Mais si je devais résumer mes 5 ans d'études en un seul graphe, ce serait celui-ci, les trajectoires climatiques d'ici 2100 en fonction de ce qu'on réussit à mettre en place. En bref, soit on réussit la transition écologique et on limite le réchauffement à 1,5 degré, soit on la foire complètement et on va vers 4,8 degrés. Je comprends que nous, on est à peu près au milieu, on va plutôt vers 2,8 degrés d'ici 2100. Et c'est là que je comprends que en fait, c'est pas noir ou blanc. On ne va pas gagner ou perdre, on ne va pas réussir ou ne pas réussir. En fait, le changement climatique, c'est un curseur, c'est un spectre. Un curseur de température, mais aussi un curseur de souffrance. On ne va pas trop rentrer dans les détails, parce que vous connaissez ça, mais entre un monde à 1,5 degré et un monde à 4 degrés, c'est vraiment le jour et la nuit. D'un côté, on a quelques sécheresses que vous voyez en marron, mais ça va encore. À 4 degrés, c'est une agriculture qui devient très très compliquée et donc forcément des sociétés qui peinent à survivre. Mais la bonne nouvelle, c'est que effectivement, c'est pas noir ou blanc. Si on ne réussit pas à limiter le réchauffement à 1,5 degré, la prochaine étape, c'est pas 2 degrés ou 4 degrés, on n'est pas foutu. La prochaine étape, c'est 1,51. Et chaque 10 centième de degré compte. Un autre chiffre qui m'a particulièrement marqué, c'est celui-ci. En 40 ans en Europe, on a perdu près de 800 millions d'oiseaux. À cause de quoi ? À cause de l'agriculture intensive et du réchauffement climatique. 800 millions d'oiseaux, c'est plus d'oiseaux qu'il n'y a d'Européens en Europe. Et pourtant, la réalité, c'est qu'il en reste quand même des milliards. Et elle est là la nuance que j'aime bien, c'est que oui, c'est grave, oui, on a perdu énormément, mais on a encore beaucoup trop à perdre pour être pessimiste et ne rien faire, pour ne pas essayer. Surtout que des bonnes nouvelles, il y en a, il en existe énormément. Des territoires qu'on a préservés, des espèces qui reviennent, et surtout des victoires collectives, citoyennes, de gens qui ont réussi à lutter contre des projets industriels insensés pour préserver des espaces. Alors, est-ce qu'on devrait être optimiste ou pessimiste ? Je me dis qu'il faut que je continue un peu mon aventure. Et en fait, je me rends compte, comme disait Mathieu, qu'on est très très bon pour imaginer la fin du monde, mais on est beaucoup moins bon pour imaginer à quoi pourrait ressembler un autre monde. Un monde où on a réussi une véritable transition écologique. Un monde sans aucune forme de... sans pétrole, sans énergie fossile. Pourtant, ce monde, il existe. Et c'est un peu ce monde-là que je voulais mettre dans le film. C'est tous ces gens qui ont commencé à construire le monde d'après. Vous le connaissez sûrement, Charles et Perrine, ces 2 agriculteurs qui ont décidé de s'engager dans une agriculture décarbonée, sans pétrole, sans tracteurs, sans pesticides, et qui ont montré que non seulement on peut produire beaucoup plus sur beaucoup moins d'espace, mais que surtout, on peut embaucher, ils ont embauché jusqu'à 14 personnes, ça veut dire que c'est rentable économiquement. Et surtout, ce monde-là, il a inspiré des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de personnes dans le monde, et beaucoup de jeunes. Pourquoi ? Parce que cet autre monde-là, il donne beaucoup plus envie. Un autre exemple que j'adore, c'est Ferris, Sana, toute l'équipe de Banlieue Climat, qui ont créé la première école populaire pour le climat à Saint-Ouen, pour faire des jeunes des quartiers populaires des leaders de la transition écologique.
Pourquoi ? Parce que dans les quartiers populaires, c'est souvent ces jeunes qui sont le plus confrontés à ces questions de crise climatique, avec des quartiers qui sont souvent pas ou peu végétalisés, des bâtiments souvent mal isolés, et des taux une pollution de l'air qui est souvent beaucoup plus importante que la normale. Un autre exemple que j'adore, c'est celui des grands-parents pour le climat. Déjà, il montre qu'il n'y a pas d'âge pour s'engager. Et surtout, c'est plein de grands-parents qui se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas trop d'accord avec la manière dont ils laissaient la terre à leurs petits-enfants et qui ont décidé de s'engager, qu'ils avaient non seulement des compétences et du temps à allouer à ça, à mettre au service de la transition. Et donc, ils l'ont fait. Et aujourd'hui, c'est plein de grands-parents à travers la France, même jusqu'en Suisse, je crois, qui s'engagent pour le futur de leurs petits-enfants. Un autre exemple qui devrait un peu plus vous parler, c'est celui de la Maison Landmen. Une grosse entreprise, une grosse entreprise, on se comprend, une chaîne de boulangerie qui s'est développée pendant près de 20 ans. Et un jour, Rodolphe, le fondateur, a pris une claque écologique et s'est dit « Ok, il va falloir que je fasse autrement ». Il a essayé de changer son entreprise, il a fait du mieux qu'il pouvait, mais il s'est rendu compte que c'était assez compliqué. Et donc, il a eu une idée, créer une filière plus écologique. Sa prise de conscience, elle était beaucoup sur l'alimentation, et notamment sur les élevages et les produits animaux, et donc il a créé une filière 100% végétale. Il a créé une première boulangerie, ça a fonctionné, puis une deuxième, puis une troisième, et aujourd'hui, ces boulangeries végétales, Land Monkeys, il y en a un peu partout à Paris, ça se développe en France. Et j'adore cet exemple parce que c'est un très bon exemple de si un système est trop compliqué à changer, car trop ancré dans des réseaux extrêmement compliqués, peut-être qu'on peut créer un système alternatif, lui donner de plus en plus de force et transitionner au fur et à mesure vers celui-ci. Et en plus, si la transition, personnellement, elle ressemble à ça, moi je signe direct. Ensuite, il y a Yanis. Yanis, je l'adore aussi parce qu'il n'y a pas plus impuissant qu'un lycéen dans la société en termes de pouvoir politique et de pouvoir économique. Ils n'ont pas le droit de vote, ils n'ont pas énormément d'argent. Et pourtant, lui, il a créé les lycées en transition, un réseau de lycées pour faire des lycées des laboratoires de la transition écologique. En bref, il repense comment est-ce que les élèves vont au lycée, il travaille avec les villes pour réfléchir à leur transition, ils réfléchissent à des systèmes d'économie circulaire, ils repensent ce qui est mangé dans les cantines et surtout, ils essayent d'insuffler chez les jeunes une volonté de s'investir dans la transition écologique. Et ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, il y a des lycées comme ça partout en France, jusqu'au Maroc et en Équateur. Pardon, je suis allé trop vite. Et ça a été repris par le ministère de l'Éducation nationale. Et tout ça, c'est parti d'un seul lycéen qui a réussi à s'organiser, à rassembler des gens et à faire ça. Tous ces gens qu'on a vus là, c'est des gens qui ont fait avec les cartes qu'ils avaient en main pour créer quelque chose d'unique, de bien spécifique à leur situation. Il a fallu un peu de créativité, un peu d'inventivité et surtout beaucoup de détermination et du collectif. Et ça a fonctionné. Et si le changement, il venait de là? Si on n'attendait pas qu'il venait de là-haut? En vrai, quand on regarde l'histoire des grands changements sociétaux et grands changements de paradigme, très souvent, les changements, ils sont venus de nous, les citoyens. Et j'ai remarqué qu'il y a un peu quatre groupes sociaux, 4 schémas sociaux qui se répètent à chaque fois, 4 groupes de personnes. Il y a ceux qui espèrent un changement mais qui ne savent pas par où commencer. Il y a ceux qui pensent que le changement est impossible. Il y a ceux qui profitent du système actuel et qui ont tout intérêt à ce que ça ne change pas. Et il y a ceux qui se battent. Si on prend le droit de vote pour les femmes, par exemple, il y a évidemment ceux qui se sont dit « mais les femmes n'ont jamais voté, pourquoi est-ce qu'elles voteraient? On ne va pas non plus faire voter les femmes ». Et puis il y a ceux qui sont battus et qu'on remercie aujourd'hui. Alors est-ce qu'on devrait être optimiste ou pessimiste pour le futur? Moi, ce que je me dis, c'est 4 choses. La première, c'est que j'essaie ni d'être optimiste ou pessimiste, j'essaie d'être le plus lucide avec ce qu'on a vu sur ce que dit la science. On peut faire mieux et on peut aussi faire pire. La deuxième, c'est que j'ai surtout peur, en vrai, peur de voir mes parents vieillir dans un monde avec des étés de plus en plus chauds, peur de grandir dans une ville, de faire grandir mes enfants dans des villes où il va faire 50 degrés en été avec des canicules de plus en plus présentes comme on les a vues il y a 2 semaines. Et peur aussi de m'en vouloir de ne pas avoir fait assez avec les cartes que j'avais en main. La troisième chose, et peut-être la plus importante, c'est celle-ci. C'est imaginez-vous, vous êtes dans une maison qui est en train de brûler. C'est pas hyper flagrant pour vous au début, vous savez pas si ça brûle vraiment, donc vous continuez de soit rester sur votre canapé, soit travailler, parce que c'est hyper important de travailler. Et sauf que là, vous sentez qu'il fait de plus en plus chaud, qu'il y a de la fumée qui passe sous la porte, donc vous décidez d'aller voir. Et en vérité, la maison est littéralement en train de brûler. Tout n'est pas en train de brûler, mais ça brûle quand même un peu. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous posez la question de est-ce que vous êtes pessimiste ou pas, ou est-ce que vous essayez de sauver tout ce que vous pouvez?
Moi, je pense que c'est plutôt la deuxième réponse. En fait, si la maison brûle, personnellement, je vais faire partie de ceux qui luttent contre le système qui fout le feu, de ceux qui essaient de créer des modes de vie moins inflammables et de ceux qui essaient de réparer sur des fondations plus saines. C'est le petit slide que j'ai oublié. Mais surtout, en fait, je me dis, dans les moments où ça va un peu moins, je me rappelle qu'il y a tous ces gens qui sont là, qui sont dans le film que vous pourrez aller voir après. Tous ces gens qui ont essayé, comme je disais, de faire avec ce qu'ils avaient et d'apporter leur pierre à l'édifice. Et elle est peut-être là, la solution. En fait, j'imagine que vous tous ici, vous avez des manières de penser, une vision, des compétences, des connaissances qui pourraient être extrêmement utiles. Et en plus, aujourd'hui, on a un truc un peu plus unique, c'est qu'on a un collectif. Imaginez si tout le monde dans la salle aujourd'hui, là, on s'organisait réellement pour essayer de changer. Si des centaines de personnes, de dizaines d'entreprises différentes s'organisaient et bifurquaient ensemble. Voilà, à la base, je suis juste là parce que j'ai fait un petit film de 15 minutes sur YouTube que vous pouvez aller voir. Il est né de cette réflexion, de cette réflexion qui était qu'à chaque fois que je voyais des gens qui n'étaient pas forcément engagés et que je discutais avec eux, je me disais toujours, mais pourquoi est-ce que moi je suis devenu l'écolo de la famille ou l'écolo de mon groupe de potes? Pourquoi pas ma sœur? Qu'est-ce qui a fait que c'est tombé sur moi? Et puis la deuxième réflexion, c'était est-ce qu'on aurait la même discussion s'ils avaient vu ce que moi j'ai vu, aussi bien au niveau du constat qu'au niveau des solutions? Donc peut-être que la première chose que vous pouvez aller faire en rentrant ce soir, c'est d'aller le voir. Il est disponible sur YouTube, film d'espoir sur le climat. Et je finirai juste sur cette dernière phrase de Margaret Mead qui disait que ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes conscientes et déterminées puisse changer le monde, puisque c'est que comme ça que le changement s'est toujours fait. Merci beaucoup. Bravo Victor!